commence par l'activité manufacturière en Chine qui a connu en juin un repli pour le 3e mois consécutif selon des données officielles publiées ce matin, la reprise post-Covid dans la deuxième économie mondiale montrant toujours des signes de faiblesse. L'indice des directeurs d'achat s'est établi à 49 points contre 48,8 en mai, a annoncé le Bureau national des statistiques. Je vous rappelle qu'un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité manufacturière et en deçà, il traduit une contraction. Le PMI avait atteint en février 52,6 points, son niveau le plus élevé en une décennie, mais il est depuis en recul. Je vous rappelle que les autorités chinoises ont en décembre mis fin aux restrictions anti-Covid en vigueur depuis près de 3 ans, permettant à son économie de rebondir. Au T1 2023, son PIB, son produit intérieur brut, a ainsi progressé sur un an de 4,5%. Ceci étant, l'économie est pénalisée par le surendettement du secteur immobilier, un secteur traditionnellement pilier de la croissance chinoise, une consommation en berne dans un contexte d'incertitude sur le marché du travail et le ralentissement économique mondial qui pèse sur la demande en biens chinois. Le gouvernement a défini un objectif de croissance pour cette année d'environ 5%, l'un des plus faibles des décennies, mais qu'il a bon espoir d'atteindre. Pour stimuler l'activité, la Banque centrale chinoise a procédé ces dernières semaines à plusieurs réductions de taux. La croissance du produit intérieur brut des États-Unis a été revue fortement en hausse pour le premier trimestre à 2% en rythme annualisé selon la 3e estimation du département du commerce publiée hier. Ces estimations reflètent principalement une révision à la hausse des exportations et des dépenses de consommation et ce malgré une baisse des investissements non résidentiels et des dépenses de l'administration fédérale, a détaillé le ministère dans son communiqué. En utilisant le même mode de calcul que d'autres économies avancées qui comparent simplement au trimestre précédent, la croissance est également revue fortement à la hausse à 0,7% pour les 3 premiers mois de l'année contre 0,3% pour l'estimation précédente, soit légèrement supérieur au rythme observé au dernier trimestre 2022 qui était de 0,6%. Autre preuve de la robustesse de l'économie outre-Atlantique, les nouvelles demandes d'inscription aux allocations chômage ont chuté la semaine dernière de 26 000 unités, passant à 239 000 contre 265 000 anticipés par le consensus. Malgré ces bonnes nouvelles, selon CNN, la Fed testerait secrètement l'économie américaine contre des scénarios cauchemardesques. Cet outil, baptisé Tealbook, évalue comment les hausses de taux d'intérêt résisteraient à une multitude de situations économiques, politiques, géopolitiques, sanitaires, entendez par là l'émergence d'une éventuelle nouvelle pandémie. En juin, la hausse des prix en Allemagne a encore accéléré, contrairement à la forte baisse en Espagne, selon les données du bureau allemand des statistiques Destatis. L'inflation dans la première économie de la zone euro a enregistré une croissance au mois de juin de 6,4% sur une base annuelle, contre 6,1% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation augmente également sur une base mensuelle de 0,6% contre une baisse de 0,1% le mois précédent. Servant de référence pour la Banque centrale européenne, l'indice des prix harmonisé est également reparti à la hausse à 6,8% en juin sur un an. Des chiffres qui confirment le resserrement monétaire de la BCE annoncé au forum de Sintra. Ces pressions inflationnistes s'expliquent notamment par des effets de base liés aux aides du gouvernement berlinois en 2022 pour aider les citoyens en difficulté économique. En Espagne, la hausse des prix à la consommation a chuté de plus d'1 point en juin pour revenir à 1,9% sur un an. Une baisse qui s'explique par le ralentissement de la hausse des prix des carburants, de l'électricité et des produits alimentaires, selon une estimation provisoire publiée hier par l'Institut national des statistiques. En glissement annuel et selon des données provisoires, l'indice des prix à la consommation en France a ralenti à un rythme plus marqué qu'attendu et ce grâce au repli des prix énergétiques et du ralentissement des prix alimentaires selon une première estimation publiée ce matin par l'INSEE. L'indice des prix à la consommation s'inscrit en hausse de 4,5% sur les 12 mois à fin juin contre 5,1% à fin mai et 4,6% pour le consensus Reuters. L'indice harmonisé selon les normes européennes, l'IPCH, qui permet, comme on l'a vu, les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit en hausse de 0,2% sur un mois en juin et affiche une progression de 5,3% sur un an contre 6% en mai. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principaux marchés financiers européens ont clôturé en ordre dispersé, chaque place financière digérant de manière différente les robustes statistiques en provenance des États-Unis qui éloignent le risque de récession mais qui renforcent la probabilité de nouveaux tours de vis de la Fed. À Paris, seule place financière majeure à clôturer dans le vert hier, l'indice phare parisien a été porté par le secteur automobile, lui-même entraîné par Renault qui a relevé ses guidance opérationnelles et financières pour l'exercice 2023.
Le CAC 40 a gagné 0,36% à 7312 points. À Londres, les investisseurs ont été plus sensibles à la rhétorique belliqueuse des grands argentiers mondiaux, mais au-delà de la macro, c'est la micro qui a fini de plomber le FTSE hier, puisque le secteur des utilities est fragilisé par les pourparlers d'urgence entourant l'avenir du fournisseur d'eau britannique Thames Water, qui suscite des inquiétudes concernant une crise à l'échelle de l'industrie. Le FTSE a donc cédé 0,38% à 7471 points. Enfin, à Francfort, le DAX a clôturé quasi à l'équilibre avec un repli symbolique de 0,01% à 15 946 points. La bourse de New York a été tirée par les valeurs cycliques qui ont permis au marché actions de regarder vers le haut après de nouvelles statistiques qui indiquent que la croissance américaine reste résiliente. Notons d'ailleurs qu'après les actions techno qui ont nourri la majeure partie du rallye de cette année, eh bien la majorité des sociétés du S&P 500 sont désormais en hausse. Le Dow Jones a gagné 0,8% à 34 122 points. Le S&P 500 a pris 0,45% à 4 396 points. Le Nasdaq Composite est resté stable à 13 591 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse, entraînée par les poids lourds du secteur de la tech. Le Nikkei a perdu 0,14% à 33 189 points. À Paris, hier, seul le secteur de la santé a fini la journée dans le rouge. Il a cédé 1,23%. Sinon, le reste de la cote est teinté de vert. Parmi les principales hausses, nous retiendrons le gain de 1,98% des utilities et celui de 1,93% des télécoms. Dans le détail, SES-imagotag continue sa recovery après l'attaque du fonds Gotham City Research. La direction financière de SES-imagotag contre-attaque et a publié hier des attestations de ses commissaires aux comptes qui indiquent que les transactions avec la société chinoise pointée du doigt par Gotham ont été neutralisées et ne sont donc pas comprises dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe SES-imagotag arrêté au 31 décembre 2022. C'est un véritable combat de finances de haute voltige et on adore ça. Le titre a gagné 12,6% à 98,30 €. A l'inverse, et sans surprise, Casino Guichard et Lanterne Rouge du SBF 120, le titre pâtit évidemment du communiqué du groupe qui annonce une dilution massive des investisseurs encore actionnaires et la perte de contrôle de sa maison mère Rallye. Le titre de Casino Guichard a fondu de 32,27% hier à 5,09 € et 9 centimes l'action de Rallye, donc la maison mère, la future ancienne maison mère de Casino Guichard, a plongé de 50% et se traite désormais comme une penny stock à 75 centimes d'euros. Sur le marché des rendements obligataires, les taux souverains ont pris de l'épaisseur hier, boostés par des statistiques économiques qui crédibilisent le ton faucon des banquiers centraux des principales économies mondiales. Désormais, le consensus FedWatch anticipe une hausse de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion du FOMC le 26 juillet prochain. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et à 2 ans prennent respectivement 12 et 14 points de base à 3,8461% pour le 10 ans et 4,8717% pour le 2 ans. Ceux du Bund à 10 ans et à 2 ans ont fini également sur des gains ont fini en hausse et sur des gains respectifs de 9 points et 8 points de base à 2,411 points pour le 10 ans et 3,255% pour le 2 ans. Sur le Forex, le dollar s'est apprécié face aux principales devises mondiales soutenues par la hausse des rendements obligataires et après la révision à la hausse de la croissance du PIB américain au T1, l'euro se négociait à la clôture à Paris à 0,88 $ en baisse de 0,28%. Les cours du pétrole ont clôturé en hausse timide hier, soutenu par la révision à la hausse de la croissance américaine au premier trimestre, signal positif mais à double tranchant puisque comme vous l'avez désormais bien compris, ces données vont certainement inciter la Fed à être plus agressive sur les taux d'intérêt pour juguler une inflation toujours importante, ce qui freinera la consommation et par conséquent la demande de pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre 2023 a pris 0,42% à 74,34 $. Le baril de WTI pour livraison août s'échangeait lui en fin de séance européenne en hausse de 0,43% à 69,86 $. Enfin, sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin prenait 0,88% hier à 30 414 $ et l'Ethereum, lui, s'appréciait de 1,62% à 1704 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 juin. Juste après, comme convenu et comme promis et comme tous les vendredis matins, nous retrouverons Antoine Quesada qui va décrypter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.